Du coup, on va commencer. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Mathis Zertevel et je suis membre donc de la section belge de la Tendance marxiste internationale. Donc, on nous connaît en Belgique sous le nom de notre revue Révolution. La Tendance marxiste internationale est une organisation marxiste qui défend les idées du marxisme dans une quarantaine de pays. Bon, je vais pas la faire longue. Aujourd'hui, on a un événement un exposé sur la révolution haïtienne que va présenter Eric. Donc du coup, ce sera en deux parties. D'abord, Eric va faire une présentation d'une trentaine de minutes. Alors là, je vais vous demander de garder vos micros éteints pendant la présentation, comme ça ne dérange pas la présentation de Eric. Et puis ensuite, une deuxième partie qui est une partie plus de discussion, de remarques ou de questions. Et donc là, vous pourrez donc évidemment réagir et donc ouvrir vos micros. Bon, comme c'est en ligne, il faut faire 2 fois plus attention à ne pas couper la parole des autres et des choses comme ça, quoi. Voilà. Donc, Eric, la parole est à toi. Ok, merci. Tout d'abord, merci d'être venu, car il fait un temps splendide aujourd'hui et c'est notre pire concurrent de la journée. D'abord, la révolution haïtienne, elle est très peu connue, cette révolution haïtienne. En fait, quand on aborde les révolutions du 18e ou du 19e siècle, on pense souvent d'abord à la révolution française ou à la révolution américaine, mais rarement ou jamais à la révolution des esclaves de Haïti. En fait, cette révolution des esclaves, à l'époque, était un grand choc pour les puissances impérialistes européennes. Les puissances impérialistes européennes qui étaient représentées par l'Espagne, la France et la Grande-Bretagne. En fait, il était inimaginable au XVIIIe, au XIXe siècle qu'un peuple qui avait été colonisé, infantilisé, soit capable de faire une révolution. Mieux encore, que ce peuple soit capable de s'organiser militairement et battre les meilleurs officiers et les meilleures armées du moment, et aussi de s'organiser politiquement de la même façon qu'eux, de la même façon que les Européens. Même les philosophes des Lumières ont été surpris. C'est par hasard, une bonne partie de ces philosophes étaient même ouvertement racistes. En fait, il s'agissait de la première conquête du pouvoir d'État par une majorité de la classe laborieuse, c'est-à-dire les esclaves des plantations et des manufactures de l'époque. Ce sont les esclaves eux-mêmes, sans aide extérieure, qui ont renversé l'État colonial français au début du XIXe siècle. À l'époque, il n'était pas encore question d'avancer vers le socialisme. Le socialisme n'était pas dans l'esprit des dirigeants des esclaves. Il n'était probablement même pas connu par les dirigeants des esclaves. Donc l'État qui va se consolider après la victoire des esclaves sera essentiellement un État capitaliste, soumis aux contradictions des puissances impérialistes. Jusqu'à maintenant, l'île est essentiellement une dépendance des États-Unis des multinationales, dont cette révolution n'a pas réussi, et elle ne pouvait pas réussir, ce n'est pas un reproche qu'on peut lui faire, mais cette révolution n'a pas pu transcender les conditions matérielles de sa naissance. Mais cette révolution haïtienne restera un formidable exemple d'une transformation sociale radicale de la société. À notre avis, elle vaut la peine d'être étudiée par tous ceux et toutes celles qui veulent changer le monde aujourd'hui. Cette révolution nous enseigne le rapport entre le capitalisme et l'esclavage, nous apprend aussi plein de choses entre le capitalisme et le racisme, comment ces deux phénomènes sont liés. Et pour moi, c'est une des choses les plus formidables de la révolution haïtienne, c'est la transformation de la conscience des masses opprimées. Les masses opprimées, les esclaves noirs qui tremblaient par centaines devant un seul blanc et qui vont réussir à infliger des défaites militaires et s'organiser pour éradiquer un mode de production bien précis, ça veut dire l'esclavage, et renverser un État colonial. Donc cette révolution n'est pas seulement importante
pour les révolutionnaires en général, mais surtout une inspiration pour les révolutions et les révolutionnaires en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Bon, ce n'est pas un hasard d'ailleurs que le récit classique de cette révolution a été écrit par un trotskiste antillais, C.L.R. James, dans son livre devenu un classique, il s'appelle Les Jacobins noirs, que vous voyez sur votre écran. Ce qui est aussi remarquable à cette révolution à Haïti, c'est qu'elle va suivre les flux et les reflux de la Révolution française qui éclatera en 1789. En fait, une grande partie du sort de la Révolution haïtienne va être influencée, voire même en partie déterminée par la dynamique de la Révolution française, en particulier par l'entrée sur la scène politique en France des masses les plus pauvres, les masses plébéiennes, et la montée de l'aile gauche de la Révolution française autour des Jacobins. En fait, la question coloniale au début de la Révolution française était largement absente des préoccupations, même des fractions les plus à gauche de la Révolution française. Il y avait quelques groupes qui étaient organisés dans des associations qui s'appellent l'Ami des Noirs ou des groupes abolitionnistes, mais étaient très minoritaires, leur voix n'était pas entendue et en fait, ils ne se faisaient pas tellement entendre non plus. Mais en passant par plusieurs étapes, la question coloniale va jouer un rôle très important dans la Révolution française. D'abord, peut-être expliquer ce qu'était Haïti à l'époque. On parle ici de la fin du XVIIIe siècle. Haïti faisait partie de l'île Hispaniola, qui était partagée, une partie française et une partie espagnole. C'est Christophe Colomb qui arrive le premier en tant qu'Européen sur l'île. Il convertit la population au christianisme. Il les pousse au travail forcé dans les mines d'or. Et très rapidement, en fait, en 15 ans, cette population est décimée par la violence et les maladies apportées par les Espagnols. Et la population, en 15 ans, passe de 1 million à 60 000 habitants. Ça s'appelle, ce qu'on peut appeler un génocide rapide de la population de l'île. Naturellement, ça provoquait une formidable pénurie de main-d'œuvre, et ce qui poussait les Espagnols, à ce moment-là, et les Français aussi, à importer les esclaves d'Afrique de l'Ouest. Et en fait, la principale destination du commerce des esclaves africains pendant cette période-là, à part le Brésil et les Caraïbes, était l'île d'Hispaniola. Alors, comme en fait une grande partie en fait, des bateaux d'Afrique amarraient sur l'île d'Hispaniola et en particulier sur la partie française de l'île. Je vais essayer de vous montrer une image. Je vais essayer de partager un écran.
L'esclavage était énormément important à l'époque. En fait, c'est la base matérielle de l'essor industriel en Europe et de l'enrichissement, en particulier en France, d'une bourgeoisie maritime, industrielle et évidemment les planteurs. Ce que les planteurs cultivent, c'est essentiellement le sucre et assure aussi la transformation du sucre pour l'exportation, qui est une source de richesse incroyable. Puis ce sera le café, l'indigo et d'autres produits qui seront en fait cultivés dans l'île espagnole et en particulier à Saint-Domingue, la partie française. Quelles étaient les classes sociales à l'époque sur l'île? D'abord, les planteurs blancs sont des colons français qui dominaient l'économie des plantations, qui étaient français certes, mais qui vivaient une situation de tension avec la métropole, parce que la métropole, la France, leur interdisait de faire du commerce avec un autre pays que la France. Puis il y avait une petite bourgeoisie blanche, qu'on appelle les petits blancs, qui était surtout composée d'intendants, de régisseurs des plantations, des employés, des avocats, des artisans, des petits commerçants, et toutes sortes d'aventuriers, de vagabonds, à la recherche d'un statut qu'il leur était impossible à obtenir en France. Les petits blancs étaient en conflit avec les planteurs, qu'ils jalousaient, mais aussi avec les mulâtres. Les mulâtres, c'est le troisième groupe significatif sur l'île, et c'est ceux qui sont issus de parents de couleurs différentes, représentent une couche privilégiée économiquement, libre, sont pas des esclaves, mais n'ont pas les mêmes droits que les blancs. Ils ont pratiquement très peu de droits. Parfois, les mulâtres aussi sont propriétaires d'esclaves. La plupart des mulâtres haïssent les esclaves parce qu'ils étaient esclaves et parce qu'ils sont noirs. Et puis, le quatrième groupe, le groupe dominant numériquement, c'est la classe d'esclaves importés d'Afrique. C'est une classe surexploitée, soumise à un régime de brutalité et de terreur calculée, qui est violentée par les propriétaires blancs, par les petits blancs, qui rivalisent aussi en raffinement dans la torture des esclaves. Il est interdit aux esclaves de lire et d'écrire. L'accès à toute forme d'éducation leur est prohibé. D'ailleurs, leur espérance de vie n'est que de 3 ans sur l'île. Il existe aussi une petite couche très fine, supérieure aux esclaves, qui sont des cochers, des valets. Ils sont un peu alphabétisés. De ces couches sortiront une partie des dirigeants de la révolte des esclaves, dont Toussaint Louverture. Les esclaves, malgré la brutalisation, résisteront dans toute leur histoire. Sur l'île, en fait, leur résistance commence sur les côtes africaines, sur les bateaux aussi. La résistance, c'est une caractéristique de la vie en tant qu'esclave. Sur les bateaux, c'est les mutineries, c'est les mutilations, les automutilations, c'est les suicides individuels et collectifs de la part des esclaves. Les esclaves qui se jettent, quand ils ont l'occasion, à l'eau en espérant trouver la liberté dans les océans. Mais c'est aussi la résistance sur les plantations. La lutte des classes, au fait, elle est incessante et elle prend différentes formes. Culturellement, par exemple, en maintenant et en développant leur culture en cachette. La culture vaudou, la religion vaudou est un de ces meilleurs exemples de cette résistance culturelle de la part des esclaves. On assiste aussi à des soulèvements réguliers, dont la révolution dont on va parler n'est pas le premier ni la dernière révolte des esclaves. Et parfois aussi, il y a des esclaves qui s'enfuient en groupe pour former des communautés qu'on appellera des marrons dans la forêt et la montagne. Donc, les marrons sont les communautés des esclaves fugitifs. Donc, la révolution haïtienne sera déclenchée essentiellement par la Révolution française en 1789. Quand elle éclate dans la métropole, qu'on appelle la France, on connaît tous un peu la Révolution française. La Révolution française veut mettre fin au féodalisme, veut mettre fin à la monarchie absolue des Bourbons et introduire dans l'économie, dans le politique, les principes d'égalité, de liberté et de fraternité.
mais il existe dès le début une formidable contradiction dans la Révolution française. D'un côté, la bourgeoisie, de toutes sortes, industrielle, maritime, qui domine l'Assemblée nationale, la nouvelle Assemblée nationale, issue de la Révolution, qui sont essentiellement des propriétaires d'esclaves ou qui s'enrichissent du commerce d'esclaves, et une minorité abolitionniste. Et cette bourgeoisie qui domine l'Assemblée nationale en France, elle est contente. On a fait la Révolution de 1789, c'est assez. On a un accord avec la monarchie, on a un accord avec les aristocrates, mais pour nous, la Révolution, elle est finie, dit cette bourgeoisie. On verra plus tard que ça va aboutir à des luttes internes très importantes dans la Révolution française, avec un impact très important aussi sur la Révolution haïtienne. La Révolution française, elle est interprétée de façon très différente à Saint-Domingue. D'un côté, il y a la classe des planteurs, qui voit dans la Révolution française une opportunité de se débarrasser de l'emprise de la France sur leur commerce. Quand les planteurs entendent parler de liberté, mais ça leur fait penser à la liberté de faire du commerce, pouvoir faire du commerce avec les Anglais, avec les Espagnols, avec tout le monde qui est prêt à acheter leur sucre, leur café, etc. Pour les autres groupes sur l'île, c'est une possibilité d'obtenir des nouveaux droits, de s'affranchir. C'est le cas des mulâtres. Les mulâtres, qui n'ont pas de droits, en fait, espèrent trouver de nouveaux droits dans cette Assemblée nationale. Mais la bourgeoisie qui dominait l'Assemblée nationale en France ne pensait pas accorder de nouveaux droits aux mulâtres. Pas du tout. Au mieux, à un moment donné, il y a un projet de décret qui est proposé et qui donnerait seulement des nouveaux droits à 400 mulâtres sur l'île. Cette bourgeoisie n'a pas la moindre intention d'abolir l'esclavage et s'accommode très bien que le statu quo est l'accord avec la monarchie. En fait, la Révolution française provoque d'énormes conflits entre mulâtres et petits blancs. Les petits blancs qui rêvent d'exterminer les mulâtres et de confisquer leurs biens et qui, en fait, au nom de la Révolution, veulent exterminer le groupe des mulâtres. Et du conflit entre grands et petits blancs, d'un côté les petits blancs et les mulâtres, d'un autre côté va naître l'insurrection des esclaves. Cette insurrection, je dis en préambule, va durer 12 ans. Et en fait, c'est dans la nuit du 22 au 23 août 1791 que se réunissent sur une montagne, dans une forêt, autour d'un chef religieux, un chef vaudou, Bouquement, une multitude d'esclaves et qui vont décider l'insurrection au cri de vengeance. En quelques heures, l'insurrection a dévasté la moitié de la plaine du nord de l'île. Mais un mois après le début de l'insurrection s'enlise. À ce moment-là aussi, on peut plus tôt que Toussaint Louverture va rejoindre l'insurrection. Il n'a pas rejoint l'insurrection dès le début, à côté d'autres dirigeants historiques comme Biassou et Jean-François. Toussaint est un esclave affranchi qui savait lire et écrire, qui avait été inspiré par des écrits anticoloniaux d'un personnage qui s'appelle l'abbé Raynal, qui dans ses écrits avait dit au fait il ne manque qu'un chef aux esclaves pour pouvoir se sauver. Donc Toussaint Louverture s'identifie avec ce chef qui va pouvoir organiser la révolte, ou plutôt la révolution des esclaves. En fait, après un mois de révolte sur l'île, la révolte s'enlise. La plupart des chefs de l'insurrection s'apprêtent à abandonner la lutte et échanger leur liberté en échange de l'arrêt de la révolte. Ils rencontrent les propriétaires ne veulent rien savoir. Aucun compromis était possible avec les propriétaires. C'est un moment décisif parce que c'est désormais la lutte pour la liberté ou la mort, dire qui s'engage. Toussaint et d'autres dirigeants se sont rendus compte que les Blancs ne vont jamais accepter la moindre forme de liberté pour les esclaves. Comme j'ai dit tout à l'heure, en France, l'Assemblée nationale ne pensait pas du tout à abolir
l'esclavage, ni même à donner des droits aux sans-mêlés. Le gouvernement français envoie une expédition militaire à l'instigation de la bourgeoisie maritime, la bourgeoisie qui s'enrichit de l'esclavage et de l'exploitation des plantations. Mais avant qu'elle n'arrive à Saint-Domingue, une nouvelle insurrection en France, cette fois-ci, qui renverse la monarchie et chasse les représentants de la bourgeoisie esclavagiste. Cette insurrection se déroule le 10 août 1792. Cette nouvelle phase de la Révolution française eut des conséquences immenses pour les esclaves de Saint-Domingue, car pour la première fois, les masses en armes sur lesquelles reposait le pouvoir révolutionnaire, le nouveau pouvoir révolutionnaire en France, étaient favorables à l'abolition de l'esclavage, et la fameuse question coloniale devient une question centrale des débats et des luttes politiques en France à ce moment-là. Pour la première fois, les esclaves de Saint-Domingue avaient des alliés et des puissants alliés en France. Un peu pas paradoxal, mais pour combattre les planteurs, Toussaint Louverture, au tout début, se rangeait d'abord du côté des Espagnols. Les Espagnols le promettaient, je rappelle, les Espagnols se trouvaient dans l'autre partie de l'île espagnole. Les Espagnols leur promettent armes, munitions, promettent d'être intégrés dans l'armée monarchique, et ils leur promettent aussi l'abolition de l'esclavage à la condition de conquérir avec eux le territoire qui appartient à la France. Donc les révoltés autour de Toussaint Louverture se rangent du côté des Espagnols pour conquérir l'île et pour mettre fin à la domination française et à l'esclavage. Au même moment, les Anglais profitent de la situation pour mettre la main sur la côte occidentale de l'île. C'est à ce moment-là qu'arrive le commissaire envoyé par la France, un certain Santoax, qui demande en fait l'aide de l'ouverture. C'est paradoxal, il demande l'aide de l'ouverture pour maintenir le contrôle de la France sur l'île, et il va même jusqu'à décréter l'abolition de l'esclavage sur l'île, bien que ce n'était pas encore à l'ordre du jour en France au moment où il a quitté la France. Toussaint est très méfiant, parce qu'il sait que ce commissaire était envoyé en France pour rétablir l'ordre de la bourgeoisie maritime et l'esclavagiste, mais quand il prend connaissance du décret de 1794 abolissant l'esclavage, il se joint tout de suite au commissaire français pour combattre les Anglais. Vous allez peut-être vous poser la question, mais comment se fait-il que les esclaves, sans la moindre expérience militaire, aient pu constituer une force militaire qui réussit à vaincre les Espagnols, les Anglais et plusieurs fois les armées françaises, qui étaient des armées professionnelles, extrêmement bien formées, drillées, extrêmement bien équipées, avec des formidables expériences aussi. Mais ça s'explique essentiellement par l'enthousiasme révolutionnaire, par le moral des esclaves et la crainte de la restauration. La plupart des soldats de Toussaint étaient nés en Afrique. Ils avaient connu que l'esclavage, leur force, c'était le mot d'ordre de la révolution, liberté et égalité. Ce qui fait que souvent, quand il y avait les affrontements militaires, même si l'armement des Espagnols, des Français et des Anglais était supérieur à celle des esclaves noirs, les esclaves se battaient, si nécessaire, avec des pierres, avec des bâtons, avec tout ce qui leur tombait sous la main, parce qu'ils savaient que de l'issue d'un affrontement militaire dépendait pas seulement leur vie, mais surtout l'avenir des esclaves. Par contre, les soldats anglais, français, espagnols se battaient pour les intérêts qui n'étaient pas les leurs. Donc même s'ils étaient mal armés et affamés, les anciens esclaves faisaient preuve d'un courage extraordinaire et d'une combativité sous le feu de l'ennemi. Entre-temps, à nouveau, la Révolution française passe par une nouvelle étape. Les Jacobins, qui avaient été mis au pouvoir suite à l'insurrection des couches plébéiennes de la Révolution française, sont chassés du pouvoir. C'est la réaction qui relève la tête en France
Ce sont les ennemis des esclaves, notamment la bourgeoisie maritime, qui reviennent aux affaires. Toussaint Louverture et son armée de révolutionnaires étaient venus à bout de l'armée de la Grande-Bretagne. L'armée de la Grande-Bretagne doit fuir au fait de l'île. Elle a connu des pertes très très grandes. Toussaint Louverture avait tué 25 000 soldats britanniques, en avait blessé 30 000. Face à telle perte, l'Angleterre, Londres décide de retirer ses troupes. Mais on assiste à une nouvelle contre-offensive de la France. Parce que la bourgeoisie maritime est décidée de retrouver les fabuleux profits de l'époque pré-révolutionnaire. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? En fait, le beau-frère de Napoléon est nommé à la tête d'une nouvelle expédition militaire en 1801 qui arrive en fait sur l'île. Personne ne sait à ce moment-là que les intentions secrètes de Napoléon étaient de rétablir l'esclavage des Noirs et la discrimination contre les mulâtres. En fait, c'est une mission secrète du général Leclerc. Il ne le dira pas tout de suite. Il va essayer de tromper les esclaves, va essayer de tromper aussi Toussaint. À un moment donné, Toussaint est convoqué à un entretien avec un des généraux de l'état-major du général Leclerc, et Toussaint, une fois sur place, était saisi, enchaîné et jeté avec sa famille dans une frégate qu'il ramena en France. Il mourut de froid et de mauvais traitements dans une prison dans le Jura en 1803. Mais cette arrestation ne va rien arranger pour Leclerc et ses ambitions contre-révolutionnaires, parce que ses propres troupes sont fatiguées, sont décimées par la fièvre jaune. Les 37 000 soldats qui sont venus par débarquements successifs appuyer l'expédition contre-révolutionnaire. De ces 37 000, il en reste 10 000, dont 8 000 se trouvent dans les hôpitaux. Leclerc écrira à un moment donné « La maladie continue et fait des ravages affreux ». Mais la résistance, même sans Toussaint Louverture, continue. Mais cette résistance connaît un nouveau soubresaut par une nouvelle insurrection, en fait, quand les Noirs de Saint-Domingue se rendent compte, au fait, que l'objectif secret de Napoléon est de rétablir l'esclavage. En fait, ce sont des Noirs qui, au bord d'une frégate en provenance de Guadeloupe, se sont jetés dans la mer devant, je crois, Port-au-Prince, ont nagé jusqu'au rivage pour porter la nouvelle à leurs frères de Saint-Domingue. L'esclavage était rétabli en Guadeloupe. L'insurrection est immédiate et générale. Et là où au début, et pendant une bonne partie de la guerre de libération des esclaves noirs, jamais ils n'avaient demandé ou revendiqué l'indépendance, cette fois-ci, les esclaves noirs demandent l'indépendance de la colonie. On assiste à ce moment-là véritablement à une guerre de destruction, une guerre qui va même prendre un caractère racial, où les nouveaux dirigeants de l'armée esclave, Dessalines et autres, décident d'éliminer tout blanc sur l'île. Tout blanc qu'ils rencontraient, hommes, femmes, enfants, étaient liquidés. C'était assez violent. Il y avait des blancs aussi qui avaient rejoint l'armée révolutionnaire, mais n'étaient plus considérés comme blancs par les esclaves noirs. Toussaint Louverture n'était plus, c'est vrai, mais l'armée révolutionnaire qu'il avait créée s'était montrée une fois de plus capable de vaincre une grande puissance européenne. Et c'est à ce moment-là que la France décide véritablement de retirer, toutes ses troupes de l'île. Quelques mots de conclusion. Dans cette armée, dans cette guerre révolutionnaire, il y a très peu
très peu de noms connus. On connaît le nom de Toussaint Louverture, on connaît des Dessalines, on connaît des Jean-François, on connaît des Biassot. Mais en fait, ils méritent tous d'être inscrits dans la mémoire de l'histoire, parce que ces esclaves ont fait la révolution de Saint-Domingue. C'est eux qui furent, comme dit C.L.R. James dans son livre que je viens de montrer tout à l'heure, qui sont les véritables héros de l'émancipation humaine. Quelques mots de fin. Haïti a dû payer un très lourd tribut pour sa révolution. Le pays est ravagé par la guerre, un tiers de la population est éliminée, la monoculture de sucre et de café a rasé le potentiel agricole des plaines haïtiennes. La France, après avoir accordé, ou plutôt constaté, l'indépendance de Haïti, a réussi à lui imposer des dédommagements faramineux pour la perte de l'île et des richesses produites par les esclaves. Aujourd'hui, Haïti croule toujours sous une dette extérieure qui continue à mettre à genoux le pays. Haïti a connu des nouvelles occupations, entre autres celles des États-Unis. De 1915 à 1934, les troupes américaines envahissent l'île pour obtenir essentiellement deux choses, le remboursement de la dette à la Citibank et le changement de la Constitution qui interdisait la vente des plantations des étrangers. Aujourd'hui, Haïti reste subordonné à un capitalisme des plus décadents, reste subordonné aux États-Unis et aux multinationales. Haïti connaît une des populations les plus pauvres de la planète. En réalité, elle est toujours occupée. Ce sont les Nations Unies, dont on sait qu'elle prétend être une force de paix dans le monde, mais qui occupent l'île depuis plus d'une décennie. Ceux qui étaient un peu attentifs aux nouvelles du monde se sont rendus compte peut-être qu'en automne, l'année passée, il y a une nouvelle insurrection qui a secoué l'île d'Haïti. Elle a duré plusieurs semaines. Le drame de cette révolution, c'est qu'il n'y a pas encore de nouveaux Toussaint Louverture ou des Dessalines pour lutter contre les nouvelles formes de colonialisme à Haïti. Cette fois-ci, des dirigeants haïtiens devraient être révolutionnaires et socialistes, et à notre avis, devraient lutter pour une rupture du capitalisme et s'insérer dans une lutte mondiale contre le capitalisme. Donc en fait, la discussion sur la révolution haïtienne est plus qu'une discussion sur l'histoire. C'est une discussion sur aussi les perspectives révolutionnaires aujourd'hui pour un peuple ou un des peuples les plus opprimés au monde au XXIe siècle. Voilà, merci. Merci pour ta présentation, Eric. Du coup, maintenant, ça va être le moment un peu des remarques, des questions et de discussion. Donc, si vous voulez prendre la parole, vous pouvez le faire. Il faut juste faire attention à ne pas couper la parole de quelqu'un d'autre. Parce qu'on est en ligne, donc du coup, c'est encore plus difficile que quand on est en face à face. Voilà, c'est bon, vous pouvez poser vos questions. Laurent, tu peux prendre la parole. Vous m'entendez? Ouais. Donc moi je suis Laurent, je suis en France, à Dijon, mais j'ai beaucoup d'amis en Belgique. Donc je m'intéresse aussi à ce que écrit Révolution, le journal en Belgique et en France. Donc j'ai trouvé remarquable l'introduction d'Éric, notamment de partir du livre de James sur les Jacobins noirs. C'est vraiment l'ouvrage de référence, effectivement, et je l'ai relu pour préparer cette réunion. Et c'est vrai que c'était vraiment remarquable de partir de ce livre. C'est vrai que cette révolution haïtienne de Saint-Domingue, elle est vraiment étonnante, parce que c'est la première grande révolution noire qui a battu des armées coloniales importantes et qui a amené à la liberté tout un peuple qui était en esclavage. D'ailleurs, les dirigeants de cette armée, Dessalines ou l'Ouverture,
venaient de l'esclavage, c'était des gens du peuple. Et ça, c'est vraiment remarquable de voir que des gens qui n'avaient pas d'instruction militaire, qui n'avaient pas d'instruction à l'école, ont pu devenir de grands généraux et gagner de grandes batailles et mettre en œuvre de véritables sociétés révolutionnaires. Donc, ils se sont battus, ces esclaves, pour en finir avec l'esclavage et méritent qu'on se souvienne de ce combat. Et c'est vrai qu'en Europe, dans le mouvement ouvrier et la jeunesse, il est très peu connu, ce mouvement d'Haïti. Parce que, comme on dit, quand on passe à Haïti aujourd'hui, on passe à la misère, au cataclysme, à une économie en ruine, à un peuple soumis qui essaye de se révolter. La question que j'avais à poser à Eric, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur Dessalines, parce que c'est lui qui, à la fin, a été le moteur de la victoire avec tous ses camarades. Si tu pouvais nous dire 2-3 mots sur Dessalines, sur ses origines d'esclaves, et aussi, pour terminer, quelles sont les perspectives aujourd'hui, revenir là-dessus, quelles sont les perspectives aujourd'hui pour Haïti, pour renouer avec ce passé, sachant que moi je suis enseignant en France, et en histoire-géographie, et on n'enseigne pas la révolution d'Haïti aux enfants. Ce serait très bien que ce soit réinscrit dans les programmes d'éducation nationale et les programmes scolaires. Merci. Eric, je pense que tu peux directement répondre, ça va être plus facile. Brièvement, j'ai déjà pas mal parlé. Oui, Dessalines était un des dirigeants militaires de l'insurrection des esclaves noirs. Il reprend en fait la direction de l'armée révolutionnaire après l'arrestation et l'emprisonnement de Toussaint Louverture. Toussaint Louverture était probablement un esclave privilégié avant d'être affranchi. Ce n'était pas le cas probablement de Dessalines. Dessalines portait sous son uniforme d'officier les traces, les marques des multiples blessures dues au coup de fouet qu'il avait reçu en tant qu'ouvrier sur les plantations. Dessalines, comme d'autres parfois, ont été désorientés et ont parfois rejoint le camp des Français à un moment donné. Mais c'était pas, en tout cas, pas dans le chef de Dessalines, c'était pas pour vendre ou trahir la cause des esclaves, mais plutôt par confusion politique. Je crois que Toussaint Louverture a commis quelques erreurs qui sont aussi reprises dans le livre de C.L.R. James, à un moment donné où il essaye, contre son expérience, contre la réalité même, d'arriver à un compromis avec l'armée française. Et ça va être critiqué, au fait, par une partie de sa base militaire, sa base des esclaves, qui vont à un moment donné s'insurger aussi contre lui. Toussaint Louverture n'était pas seulement un brillant général, mais était aussi un brillant politicien. Bien qu'il ait fait des erreurs, il a essayé de manœuvrer et essayer de diviser, et à mon avis c'est justifié, de jouer sur la division entre ses adversaires. Mais quand il y a eu l'insurrection dans son propre camp, suite à ses tentatives d'arriver à un accord avec les Français, il a massacré en fait une partie de sa base, et ça a démoralisé une partie de sa base, et qui fait que tout de suite après l'arrestation de Toussaint Louverture, il n'y a pas eu directement un essor une nouvelle étape dans la guerre des esclaves. C'est seulement quand Dessalines et d'autres se rendent compte que les Français n'ont pas l'intention d'abolir l'esclavage, que Dessalines reprend les armes, et contrairement à Toussaint Louverture, qui avait peut-être des problèmes de conscience ou qui était plus scrupuleux, Dessalines ne l'est pas du tout. Je ne crois pas qu'on doive expliquer ce manque de scrupules chez Dessalines par une cruauté intrinsèque au personnage, mais je crois que c'était une nécessité vitale pour la Révolution. C'est
à une politique, elle devait s'engager dans une politique d'extermination de la classe des planteurs et devait aussi les terroriser et leur laisser plus le moindre espoir de retour à la situation d'avant la révolte des esclaves. Voilà. Et je pense qu'il y avait une deuxième question aussi de Laurent sur les perspectives aujourd'hui pour la Révolution. Oui, les perspectives, je crois que l'avenir d'Haïti, en partie, se joue, même parfois en grande partie, se joue en dehors de Haïti et se joue en Amérique latine et dans les Caraïbes. Je crois que les masses haïtiennes ont montré à multiples reprises les dernières années, les 15, 20, 30 dernières années, sont capables de lutter, sont capables de faire face à des désastres naturels, à des occupations. Chaque fois, ils ont été trahis par leurs dirigeants. Certains de leurs dirigeants étaient honnêtes et sincères, comme Aristide, mais étaient faibles, étaient trop conciliants, n'allaient pas jusqu'au bout, n'était pas un révolutionnaire conséquent, bien qu'il était extrêmement honnête, à mon avis. Et donc, je crois que l'avenir de la révolution haïtienne, naturellement, elle se joue d'abord à Haïti même, mais surtout dans le reste de l'Amérique latine. Au Brésil, en particulier, je crois qu'au Brésil, il y a une énorme campagne de solidarité qui dure depuis plusieurs années avec le peuple haïtien contre l'occupation des Nations Unies. Le Brésil, à part, je crois, quelques îles dans les Caraïbes, il y a probablement la population d'origine africaine la plus grande en Amérique latine. Une population noire qui sont les descendants directs des esclaves brutalisés par les planteurs et les commerçants d'esclaves du 18e, du 19e siècle, etc. Et donc, l'avenir se joue dans les insurrections populaires que l'on a assistées en Équateur, au Chili, dans la situation aussi très, très tendue au Brésil. Et je crois aussi que le sort des Haïtiens, du peuple haïtien, des ouvriers haïtiens, des pauvres haïtiens, des paysans haïtiens, dépend aussi beaucoup de ce qui se passe en Amérique même, en Amérique du Nord, pardon, et en Afrique. Donc je crois que la révolution haïtienne, l'avenir de cette révolution est très dépendant de ce qui va se passer dans le reste du monde, tout comme en 1794-92, la révolution haïtienne et son rythme et son ampleur et sa détermination étaient fortement influencés par la révolution française. Je crois que la révolution haïtienne du XXIe siècle sera aussi très fortement influencée par les événements, mais d'abord, je crois, en Amérique latine et dans le reste des Caraïbes et en Amérique du Nord. Aubry, je pense que tu avais levé la main pour prendre la parole. Oui. Alors moi, ce n'est pas directement par rapport à une question, c'était juste pour expliquer ce que j'en avais pensé et peut-être quelques petites choses auxquelles j'avais pensé en plus. Donc déjà, j'ai trouvé l'intervention d'Éric très intéressante. Je trouve ça vraiment très intéressant, surtout de pouvoir faire en même temps un lien avec ce qui s'est passé donc à cette époque, ce qui se passe aujourd'hui et ce qui s'est toujours passé. C'est-à-dire l'importance que peuvent avoir à ce moment-là, lors de la révolution haïtienne, les esclaves, aujourd'hui les travailleurs, pour résumer, les forces productives, la main-d'œuvre. Je pense qu'étant donné que c'est le plus grand nombre de la population qui est dans cette situation, ou qui était dans cette situation à ce moment-là, il est normal que ce soit eux qui puissent avoir d'une certaine façon le pouvoir. Et voilà, je pense que afin de pouvoir arriver
aujourd'hui un vrai changement de société, c'est aussi un exemple à prendre de se rendre compte que déjà à ce moment-là, les personnes, les esclaves, ont pu renverser d'une certaine façon le pouvoir pendant un temps donné en utilisant leur nombre justement. Et je pense qu'il y a tout à fait un parallèle à faire aujourd'hui avec les ouvriers, les travailleurs qui représentent la majeure partie de la population. Je pense que, évidemment, nous ne sommes plus dans le même système d'esclavagisme qu'à l'époque, mais je pense qu'il y a quand même un parallèle à faire entre le système capitaliste et le système esclavagiste, car simplement, à l'époque, on n'aurait pas pu s'imaginer, en tout cas avec notre conception actuelle, d'améliorer ou d'atténuer l'esclavagisme. C'est quelque chose, aujourd'hui, on se dit, il faut vraiment simplement l'exterminer, voilà, en terminer avec. Et je pense que c'est important de pouvoir faire ce lien avec le capitalisme, qu'il ne faut pas essayer de réformer ou d'améliorer, d'atténuer, mais simplement l'abolir, tout simplement. Je trouve que c'est vraiment très intéressant de pouvoir faire un parallèle avec ceci. Voilà, c'est tout. Merci. Est-ce que quelqu'un veut réagir par rapport à ce qu'a dit Aubry ou par rapport à autre chose? Laurent, tu peux prendre la parole. Oui, je sais pas par rapport à ce que disait le camarade, si on peut. Vous m'entendez? Ce que disait le camarade, si on peut faire l'esclavagisme et le capitalisme, c'est deux sociétés un peu différentes parce que le salariat, ben, c'est effectivement l'esclave, lui, n'a pas de salaire. Il ne vit que sa force de travail n'empêche pour une nourriture, un habitat et puis des vêtements. Donc, je ne sais pas si on peut faire une comparaison, un parallèle, je veux dire, entre esclavagisme et capitalisme. Par contre, il y a une chose que j'ai oubliée dans mon intervention précédente, c'est de signaler un film très intéressant qui s'appelle Quemada. Ce film Quemada dans les années 69-70, avec Marlon Brando qui joue le rôle d'un agent anglais qui fomente la révolution noire sur une île espagnole et où on voit toute une réflexion sur le capitalisme, sur le colonialisme, pardon, au 19e siècle. Et ce film est toujours actuel. Donc, je voulais simplement insister sur, si vous n'avez pas vu le film Quemada, ça ressemble un peu à la révolution haïtienne, effectivement. Voilà. Merci Laurent. Ayman, tu veux prendre la parole? Tu n'as pas de micro. Du coup, je vais peut-être alors lire ta réaction. Donc tu dis que tu ne sais pas si un parallèle entre l'esclavagisme et le capitalisme est vraiment faisable. Si y a d'autres personnes qui veulent réagir, Est-ce que je peux répondre? levez la main. Ouais. Oui, tu peux. Problème de connexion, on m'entend? Oui, oui. Ok. Donc oui, concernant le parallèle entre le capitalisme et l'esclavagisme, je ne veux pas du tout le faire de façon à dire qu'aujourd'hui les ouvriers vivent la même chose que les esclaves. Ce n'est absolument pas le cas et je le sais très bien. Quand je fais ce parallèle, j'entends simplement que ce sont chacun des systèmes oppresseurs, certes à différentes échelles, et je l'entends tout à fait, qui sont basés aussi sur des principes différents. Par exemple, le fait que l'esclavagisme était beaucoup plus basé sur des principes de racisme, je l'entends tout à fait que ce n'est absolument, c'est peut-être un parallèle assez maladroit à faire,
Mais ce que j'entends par là, c'est simplement que ce sont des systèmes qui regroupent ici, à notre époque actuelle, une majorité de la population, et à Haïti, à cette époque, une très grande partie également de la population, et que c'est donc, étant donné que ce sont deux systèmes oppresseurs, il doit y avoir, d'après moi, justement ce lien de renversement de système afin que les opprimés, que ce soit le prolétariat aujourd'hui, les esclaves à l'époque, même s'ils ne vivent pas la même chose et qu'ils ne travaillent pas dans les mêmes conditions, ce que j'entends tout à fait, ils devraient, d'après moi, pouvoir renverser ce système, que ce soit l'esclavagisme à ce moment-là ou le capitalisme aujourd'hui. Pour moi, ce que j'entends par ce parallèle, c'est simplement que ce sont deux systèmes obligatoires à remplacer afin de pouvoir arrêter cette oppression. C'est ça que j'entendais par là. Peut-être eu un petit abus de langage, c'est vrai. Pablo, tu peux prendre la parole. Je vais allumer les micros aussi. C'est seulement une réflexion, je trouve important. C'est la révolution haïtienne est un peu un sous-produit. C'est un terme qui n'est pas probablement pas très qui a une connotation négative, mais de la Révolution française. C'est à cause de processus de 1789 et après en France que des dirigeants, enfin des individus en Haïti ont réfléchi, ont continué. De la même manière qu'il y a, il y a des liens aussi entre les généraux haïtiens qui ont, certains d'entre eux, ont lutté à la Révolution américaine. Mais la réflexion, c'est qu'un processus révolutionnaire comme bourgeois, comme celle de la Révolution française, a eu impact dans toute une série de pays après. Et c'est une chose qu'on voit. On voit de manière régulière dans l'histoire de tous les processus révolutionnaires. La révolution russe a eu comme conséquence toute une série de révolutions en Allemagne, en Hongrie, etc. Et processus révolutionnaire comme ça, je pense que c'est important aussi de voir les liens entre les penseurs d'un mouvement de ce type et tous les gens qui sont inspirés. Évidemment, Toussaint de Louverture et tous les autres étaient inspirés par les processus révolutionnaires français qui venaient de se passer. Mais je pense que c'est important quand on étudie l'histoire de la révolution haïtienne, de voir son contexte international. Évidemment, c'était avec les colonies, et ils ont fait toute une série d'erreurs. Eric disait au départ qu'ils ne pouvaient pas faire ces erreurs dans le sens qu'ils ne pouvaient pas faire appel à des autres processus révolutionnaires des Noirs ailleurs, par exemple au Brésil, aux États-Unis. C'est ça ce qu'il aurait fallu pour ne pas tomber dans les mesures qu'ils ont prises d'extermination des colons, etc. Il aurait fallu pouvoir avoir les soutiens des autres révolutions des esclaves autour. Mais ils n'ont pas eu, et ils n'ont pas non plus construit et essayé de l'exporter. Et je pense que ça, c'est une des choses des leçons à tirer de ce processus et de beaucoup des autres révolutions qu'il y a eu dans le 19e siècle, un peu partout en Europe et le reste du monde. C'est le besoin d'exporter la révolution comme mécanisme de survie de la même. C'est une des choses. Un processus révolutionnaire, soit il est exporté, soit il a des soutiens, soit il gagne du terrain physiquement et politiquement, soit il retombe avec des choses, essaie de copier les éléments les plus réactionnaires de ceux qui combattent. À l'occurrence, finalement, ils ont déclaré un empire en Haïti qui copiait beaucoup des défauts de ce que les Haïtiens avaient combattu quelques ans auparavant. Et c'est une des choses, enfin, c'est pas que la révolution haïtienne, mais toutes les révolutions qui changent les structures sociales à un moment donné, pour continuer, pour avancer, pour se stabiliser, ils ont besoin d'aller au-delà de ces frontières. C'est un peu cette réflexion que je voulais mettre sur le débat. Voilà. Merci. Merci Pablo. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole, réagir, poser des questions?
Si plus personne ne veut prendre la parole, alors Eric, peut-être que tu peux faire un peu un mot de fin. Le micro. Ouais, on m'a pas entendu? Oui, maintenant, Je oui. dis... Ah oui, d'accord. Mais mon micro était allumé, mais j'ai eu un problème de connexion, je pense. Donc je disais, Eric, peut-être que tu peux faire un mot de fin alors. Voilà. Donc, je crois que nous étudions les révolutions pas par plaisir académique, pas parce qu'on aime parler de l'histoire. On étudie les révolutions du passé pour en fait préparer les révolutions de l'avenir. Et donc c'est comme ça qu'on a décidé de lancer une série de discussions en ligne sur les révolutions du passé. Ceci est la première dans la série, donc c'est la révolution haïtienne, une des révolutions les moins connues, une des moins étudiée, une des moins appréciées. Pourtant, une révolution très radicale qui a réussi en 12 ans à mettre fin à un mode de production qui est l'esclavagisme, qui a réussi à renverser un État colonial, des esclaves, comme je dis au début, formellement incultes, bénéficiant d'aucune éducation, largement analphabètes, qui réussissent à battre trois armées impériales, les armées les plus grandes, les plus fortes, les mieux équipées au monde, dans une île, dans une colonie qui était d'une importance stratégique extraordinaire pour l'impérialisme français et pour tous les impérialismes de l'époque. Et ce sont ces milliers, ces dizaines de milliers d'esclaves armés, mal armés, mais très bien dirigés, je crois, militairement et politiquement, malgré les erreurs, les errements, les trahisons, les retournements, etc. Des gens comme Louverture, comme Dessalines, sont véritablement des génies, au fait, de l'art militaire et de l'art politique du point de vue révolutionnaire, ont réussi à faire quelque chose que personne n'imaginait être possible. Ils ont aussi mis au centre de la politique française la question coloniale. La question coloniale ne va jamais disparaître de la politique française après la révolution haïtienne. Elle va revenir dans la politique française. Elle va jouer un rôle important dans la déstabilisation de la France. Elle va révolutionner aussi la France. Je pense entre autres à la guerre d'Algérie. C'est la question coloniale est très souvent, pas très souvent, tout le temps, le test pour un groupe de gauche, en fait, dans son propre pays. Si un groupe de gauche socialiste, communiste, révolutionnaire est indifférent à la question coloniale, pas seulement la question coloniale du passé, mais la question coloniale d'aujourd'hui, parce qu'elle reste d'une brûlante actualité, les questions coloniales. Elle prend une autre forme qu'au 19e siècle ou au début du 20e siècle, mais elle est toujours là. Si un groupe est indifférent ou fait des erreurs sur ces questions-là, elle n'est pas à la hauteur de son internationalisme qu'elle prêche. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé aussi de commencer avec la révolution haïtienne, parce que c'est une question coloniale et on veut remettre cette question-là aussi au centre des luttes de la gauche. D'ailleurs, on ne nous a pas entendu pour que la question coloniale ou la question décoloniale aujourd'hui est nouveau placée dans l'actualité politique belge. Mais je crois qu'il faut tirer la leçon des luttes coloniales aussi du passé, de l'après-Seconde Guerre mondiale, et que si elles restent comme sont restées les révolutions des esclaves au XIXe siècle, elles ne pouvaient pas différemment, n'avoir pas de perspective socialiste de renversement du capitalisme. Aujourd'hui, une révolution coloniale
une révolution en Afrique, en Asie, en Amérique latine, qui veut véritablement changer les choses, bouleverser les choses, elle doit être anticapitaliste et elle doit être socialiste. Et c'est notre tâche ici, en Belgique, d'être solidaire avec les révolutions dans ces pays-là, pas seulement d'être solidaire, mais de les aider à faire ces révolutions. C'est eux, naturellement, qui feront les révolutions. Et c'est aussi pour ça que nous avons, en tant que révolution ici en Belgique, nous avons contribué à l'organisation d'une internationale, la Tendance marxiste internationale, qui regroupe des révolutionnaires un peu partout dans le monde, en Europe, en Russie, en Asie, en Indonésie en particulier, mais aussi en Amérique latine et en Afrique aussi, nous avons des camarades. Et c'est dans cet même esprit internationaliste et d'interdépendance des luttes révolutionnaires que nous construisons en fait la TMI. Et s'il y a des participants à ce débat qui sont dit, tiens, quand même pas mal ce que disent ces gens-là, mais qui prennent contact avec nous par mail, sur notre Facebook, en message privé. On continuera la discussion. Je crois que les révolutions, elles vont venir. On les a déjà vues au mois d'octobre, au mois de novembre, en Amérique latine, en Afrique, au Moyen-Orient. Là, on ne se les imaginait plus. Mais en fait, elles vont venir ici aussi en Europe, surtout après l'écroulement du capitalisme sous l'effet de la pandémie du corona. Et donc, je vous invite à réfléchir, à discuter avec nous et à nous rejoindre si cela vous intéresse. Voilà. Merci. Juste peut-être, il y a Leslie qui a mis un commentaire et qui veut peut-être réagir. Leslie, si tu veux peut-être vite réagir, du coup. Ou si tu préfères que je lise ton message. Oui, vous pouvez peut-être lire mon message parce que je suis au volant, je me suis mise au volant, donc c'est un peu embêtant. Ok, d'accord, je vais le lire alors. Donc, tu dis que la question coloniale d'aujourd'hui est matérialisée au niveau de ces structures et la société est organisée comme des mini-agressions. Mini-ségressions, oui, excusez-moi. Voilà, bon... C'est une contribution au débat. Ouais. Mais je crois que oui, la question coloniale, du colonialisme, c'est la question de l'impérialisme, c'est la question du capitalisme. Et c'est, naturellement, c'est basé sur le racisme. J'ai dit au début, l'exploitation des esclaves ne pouvait se faire qu'avec en imprégnant les blancs, aussi les petits blancs, et surtout les petits blancs, d'un racisme viscéral. C'est ça qui maintient aussi des blancs avec des intérêts sociaux, des intérêts de classe antagonistes. Ça les cimente. Et donc la lutte contre le racisme est une lutte pour nous extrêmement importante parce que c'est une lutte qui ne peut être qu'anticapitaliste si elle veut être menée jusqu'au bout. Laurent pose la question, quel est le thème de la prochaine réunion? Mais ce sera la révolution des œillets de 1974, la révolution portugaise. Et ce sera jeudi prochain à 17h. Voilà. Eh bien, merci à tous pour votre participation. Je vous invite donc à vous abonner à notre journal pas encore fait et à nous rejoindre évidemment et venez aussi donc jeudi prochain pour notre prochaine discussion. Ok. Voilà. Ciao, ciao. Au revoir.